Je m'appelle Émilie. J'ai 34 ans, et toute ma famille m'a fait asseoir à mon propre dîner d'anniversaire pour me dire d'accepter que ma sœur couchait avec mon mari. Avant que je vous raconte comment leurs sourires suffisants ont disparu quand mon avocate s'est levée et que le monde qu'ils avaient bâti sur des mensonges s'est effondré, dites-moi d'où vous regardez dans les commentaires. Tout a commencé par une odeur de noix de coco artificielle, écœurante de douceur, le genre que l'on trouve dans un spray corporel bon marché au rayon d'une pharmacie. C'était un fantôme sur le col de la chemise blanche impeccable de mon mari Marc quand il est rentré d'une supposée conférence d'affaires à Chicago. C'était l'odeur exacte, inimitable, de la lotion pour le corps que ma sœur cadette, Olivia, s'appliquait sur tout le corps chaque jour de sa vie. C'était sa signature. J'étais dans la buanderie, en train de trier le blanc des couleurs, quand je l'ai senti pour la première fois. J'ai porté la chemise à mon nez, en inspirant profondément. Ce n'était pas faible. C'était une déclaration. Mon cœur a cogné douloureusement contre mes côtes. C'était une petite chose, un détail infime dans le tissu de nos vies, mais cela ressemblait à un fil lâche qui, si on le tirait, pouvait tout défaire. Ce soir-là, alors que nous étions assis sur le canapé à regarder une émission de télévision stupide, j'ai essayé de donner à ma voix un ton désinvolte. J'ai dit, les yeux fixés sur l'écran, ta chemise sentait un peu la lotion d'Olivia aujourd'hui. Vous vous êtes vu pour boire un verre ou quelque chose comme ça? Marc n'a pas hésité une seconde. Il a ri, d'un petit rire bref et dédaigneux qui se voulait rassurant mais qui n'a fait que me tendre davantage. Chérie, tous les savons d'hôtel sentent la même chose de nos jours. Tous ces trucs à la noix de coco et à la vanille. Il a passé son bras autour de moi, me serrant plus près. Son contact, qui me donnait habituellement l'impression d'être à la maison, me semblait soudain être une cage. Tu travailles beaucoup trop. Tu deviens un peu paranoïaque, tu ne trouves pas? Il a relevé mon menton, me forçant à le regarder. Son sourire était large, mais ce n'était qu'un mouvement de ses lèvres. Ses yeux étaient froids, vigilants. Il mentait. Je le savais aussi sûrement que je connaissais mon propre nom. Ce sentiment de paranoïa, comme il l'appelait, est devenu mon compagnon indésirable. Il me suivait à l'épicerie, s'asseyait à côté de moi à mon bureau au travail, et me bordait dans mon lit la nuit. Une semaine plus tard, ma paranoïa a trouvé sa confirmation. Marc était parti pour un autre voyage. Cette fois, une réinitialisation en solo à la plage. Il avait dit, en m'embrassant pour me dire au revoir avec cette même affection creuse, j'ai juste besoin de me vider la tête. Il a publié une photo sur son compte de réseau social. C'était une photo parfaite pour un homme essayant de projeter une image d'indépendance insouciante. Il rayonnait, ses lunettes de soleil coûteuses perchées sur son nez, l'océan d'un bleu éclatant derrière lui. La légende disait que c'était exactement ce dont il avait besoin. J'ai adoré cette photo pendant environ 10 secondes. Mes amis l'aimaient, commentaient qu'elle avait l'air incroyable et qu'ils étaient si jaloux. Mais quelque chose a attiré mon regard, un instinct que je ne pouvais ignorer. Mon doigt s'est déplacé sur l'écran, zoomant sur les verres sombres de ses lunettes de soleil. L'image était minuscule, déformée par la courbe du verre, mais elle était là, un reflet, une silhouette. C'était une femme, la tête renversée en arrière dans un éclat de rire, ses cheveux blonds captant le soleil. Elle portait un bikini jaune vif. Le bikini jaune préféré d'Olivia. Le monde n'a pas seulement basculé sur son axe. Il s'est complètement effondré, me laissant dans un vide silencieux et sans air. Mon sang s'est glacé. C'était une sensation physique, une vague de glace qui a commencé dans ma poitrine et s'est propagée jusqu'au bout de mes doigts. C'était comme un coup de poing dans le ventre, un coup brutal et inattendu qui m'a coupé le souffle. J'ai laissé tomber mon téléphone sur le tapis comme s'il m'avait brûlé. Je fixais juste le mur, les photos encadrées de notre mariage, des vacances en famille, d'une vie que je réalisais maintenant être une fraude complète et totale. Le téléphone posé face contre terre sur le sol me semblait peser 25 kilos. Il contenait une vérité si laide que je ne savais pas comment je pourrais vivre avec. Pendant 2 jours, j'ai existé dans un brouillard. Je suis allé au travail. J'ai souri à mes collègues. J'ai répondu à des courriels. Mais à l'intérieur, je hurlais. J'ai pensé à le confronter, à crier et à jeter des objets, mais à quoi cela aurait-il servi? Il aurait simplement menti à nouveau. Il aurait déformé la situation, l'aurait retourné contre moi, m'aurait traité de folle. Non, j'avais besoin de plus qu'une simple intuition et un reflet flou. J'avais besoin de ma famille. J'avais besoin du réconfort de ma mère,
de la sagesse de mon père, du soutien de mon frère. J'étais une idiote. J'étais si naïve. Je les ai réunis ce week-end-là dans le salon de mes parents, la même pièce où nous avions ouvert les cadeaux de Noël, où j'avais annoncé mes fiançailles avec Marc, où Olivia avait annoncé qu'elle abandonnait l'université pour se trouver. C'était une pièce saturée de notre histoire. Je sentais que cette histoire me protégerait. J'ai levé mon téléphone, ma main tremblant si violemment que l'écran est devenu flou. Ma voix tremblait tandis que j'expliquais. C'est Olivia. Dans le reflet, je sais que c'est elle. Et sa chemise, elle sentait son odeur. Ma mère, Eleanor, fut la première à parler. Elle n'a même pas jeté un coup d'œil au téléphone. Elle a juste soupiré, un son de martyr qu'elle avait perfectionné au fil des années de mes échecs perçus et des succès célébrés d'Olivia. Oh, Émilie, sincèrement. Toi et tes problèmes d'abandon. Depuis que tu es petite fille, tu as besoin de créer des drames pour être le centre de l'attention. Marc est un mari merveilleux. Olivia t'adore. Tu dois arrêter ça. Mon père, Richard, se cachait derrière le journal du week-end. Il l'a baissé juste assez pour me regarder par-dessus, ses yeux remplis de cette déception familière hélas. Il a dit, en pliant déjà le journal, me congédiant, « Tu travailles trop, ma petite. Tu vois des choses qui n'existent pas. Le stress peut jouer des tours à ton esprit. » Mon frère, Ethan, qui parcourait son propre téléphone, a juste reniflé. Parano, M? Sérieusement, c'est un reflet flou. Ça pourrait être n'importe qui. Tu as l'air folle. Et Olivia, elle s'est effondrée comme une actrice professionnelle entrant en scène. Elle a fondu en larmes. De gros sanglots théâtraux, haletants, qui ont fait que tout le monde dans la pièce s'est précipité à ses côtés. Ma mère a passé un bras autour d'elle. Mon père lui a tapoté l'épaule. Elle a gémi, le visage enfoui dans l'épaule de sa mère, « Comment as-tu pu penser ça de moi? De Marc? Nous t'aimons. Tu es ma sœur. Pourquoi essaies-tu de détruire ma vie? » Je me tenais là, au centre de la pièce, complètement et absolument seul. J'étais entouré des 4 personnes qui étaient censées être mon sanctuaire, et elles me regardaient, non pas avec inquiétude, mais avec une irritation froide et dure. Je n'étais pas leur fille ou leur sœur qui souffrait. J'étais un problème désordonné et gênant à gérer et à faire taire. Ils avaient formé un mur de déni, et j'étais à l'extérieur. À ce moment, en regardant ma mère apaiser la femme qui couchait avec mon mari, j'ai compris. Ils avaient déjà choisi un camp, et ce n'était pas le mien. Cette nuit-là, quelque chose a changé en moi. Le chagrin brûlant et désordonné n'a pas disparu, mais il a commencé à se refroidir et à se cristalliser. Il est passé d'une blessure douloureuse et lancinante à quelque chose de froid, de dur et de tranchant. La tristesse était toujours là, un bourdonnement sourd sous la surface, mais un nouveau sentiment prenait le dessus, la fureur. Une fureur profonde, silencieuse et méthodique a commencé à brûler là où se trouvait autrefois mon cœur. Ils pensaient que j'étais paranoïaque. Ils pensaient que j'étais folle. Très bien. Je leur montrerai ce que la paranoïa ciblée et un peu de folie pouvaient vraiment faire. Mon bureau à domicile, une pièce que j'avais toujours associée au paiement des factures et à l'organisation des reçus fiscaux, est devenue ma salle de guerre. Marc avait toujours géré les finances, insistant sur le fait que cela me stressait. Il disait toujours, je m'en occupe, chérie. Je voyais maintenant que c'était une tactique de contrôle. J'ai passé des heures et des heures à ce bureau, alimenté par du café noir et une colère juste, imprimant des années de relevés bancaires, de factures de cartes de crédit et de documents de prêt. Mes doigts volaient sur le clavier, mes yeux balayant les colonnes de chiffres. Et puis je l'ai trouvé. Il était 3 heures du matin un mardi, la maison silencieuse autour de moi. Une seule transaction datant de 6 mois. Un retrait de $62 000 de notre ligne de crédit sur valeur domiciliaire. Mon souffle s'est coupé dans ma gorge. Nous avions contracté cette ligne de crédit pour les urgences, un nouveau toit, une crise médicale. Nous avions tous les deux juré de ne jamais y toucher à moins que ce ne soit une question de vie ou de mort. J'ai senti une montée d'adrénaline. C'était ça. C'était réel. J'ai commencé à tracer l'argent. Ce n'était pas difficile si vous saviez où chercher. Les fonds avaient été virés de notre compte joint vers un compte professionnel nouvellement ouvert. J'ai retenu mon souffle en cherchant le nom de la société à responsabilité limitée sur le registre public des entreprises de l'État.
Le nom sur le compte, Livies Boutique LLC. Agent enregistré, Olivia Davenport. Je me suis penché en arrière dans ma chaise, le relevé imprimé tremblant dans ma main. Il avait volé de notre maison, de l'avenir de notre famille, pour financer sa liaison et le projet vaniteux de ma sœur. L'audace pure et stupéfiante de la chose m'a laissé sans voix. Ce n'était pas seulement une trahison amoureuse. C'était une agression financière froide et calculée. Ils ne couchaient pas seulement ensemble en secret. Ils construisaient activement une vie, une entreprise, sur le dos de mon travail, de ma confiance et de ma maison. Mais mes découvertes ne s'arrêtaient pas là. La découverte suivante fut celle qui a vraiment brisé les derniers vestiges de mon innocence. Je m'étais toujours interrogé sur mon héritage de ma grand-mère. Elle m'avait adoré, et elle avait créé un fonds en fiducie considérable pour s'assurer que j'aurais toujours un filet de sécurité. Mais y accéder avait toujours été un cauchemar. Chaque fois que je me renseignais, ma mère balayait la question avec des excuses vagues. Il y a des complications juridiques, ma chérie. Le marché est en baisse, ce n'est pas le bon moment. Tu dois d'abord prouver que tu es plus mature financièrement. Poussé par cette nouvelle clarté terrifiante, j'ai décidé de contourner complètement ma mère. J'ai contacté le cabinet d'avocats qui gérait la succession de ma grand-mère. Il a fallu des jours d'appels téléphoniques persistants, à la limite du harcèlement, pour que quelqu'un me parle. J'étais une nuisance qu'ils essayaient constamment de chasser. Finalement, une parajuriste principale, une femme gentille nommée Maria dont la voix était remplie d'une sorte de pitié lasse, a accepté de m'envoyer le dossier complet sur la fiducie. Elle avait dit, « Vous avez le droit de le voir, Madame Porter », et j'ai presque pleuré de gratitude. Quand la grosse enveloppe en manille est arrivée par coursier, elle me semblait aussi lourde qu'une pierre tombale. Je me suis assise à ma table de cuisine et je l'ai ouverte avec des mains tremblantes. À l'intérieur se trouvait une pile de documents juridiques de plusieurs centimètres d'épaisseur. Et au-dessus, méticuleusement organisée par date, se trouvait une série de requêtes déposées auprès du tribunal des affaires familiales au cours des 5 dernières années. Tout avait été déposé par ma mère, Eleanor. Je les ai lues une par une, ma vision se brouillant de larmes de rage. Elle avait demandé à plusieurs reprises au tribunal de garder la fiducie sous son contrôle exclusif, arguant que moi, sa fille, j'étais mentalement et émotionnellement instable, une dépensière avérée, et incapable de gérer ses propres affaires. Elle avait utilisé mes propres luttes contre l'anxiété, une anxiété souvent causée par elle et le traitement de sa famille à mon égard, comme une arme. Elle m'avait dépeinte comme une enfant fragile et hystérique devant un juge, tout ça pour garder la main sur mon argent. Le cadeau de ma grand-mère, mon filet de sécurité, était utilisé comme une laisse. Elle finançait littéralement le style de vie de son enfant prodige en retenant illégalement des fonds qui m'appartenaient de droit. C'est à ce moment que j'ai réalisé que ce n'était pas seulement une liaison. Ce n'était pas seulement un vol. C'était une conspiration. Une campagne coordonnée à long terme par toute ma famille pour me marginaliser, pour me contrôler, pour me maintenir à terre. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase, l'action qui m'a fait passer d'une femme en quête de vérité à une femme planifiant une guerre, fut l'intervention. C'était un mardi soir. Je suis rentré d'une longue journée de travail, l'esprit rempli d'avocats et de requêtes juridiques, pour les trouver tous là. Ils étaient assis dans mon salon, disposés comme un tribunal. Et avec eux se trouvait un homme dans un costume cher que je ne reconnaissais pas. Il avait les cheveux argentés, un sourire aimable et professionnel qui n'atteignait pas ses yeux, et un calme profond que j'ai trouvé instantanément terrifiant. Ma mère s'est levée, son visage un masque d'inquiétude aimante. « Émilie, ma chérie, nous étions si inquiets. Nous ne savions pas quoi faire d'autre. Voici le docteur Alistair Finch. C'est un psychiatre, et il est là pour aider. » Ils ont parlé à tour de rôle. C'était une performance bien répétée. Ils ont parlé de mon comportement erratique, de mes délires sur Olivia et Mark, de mon obsession malsaine pour les finances familiales. Ils ont utilisé les preuves même de leur crime comme preuve de mon instabilité. Les relevés bancaires n'étaient pas la preuve d'un vol, ils étaient la preuve de ma fixation financière. La photo n'était pas la preuve d'une liaison, c'était la preuve de mon complexe de persécution. Le docteur Finch a tout écouté, hochant la tête patiemment. Puis il a tourné son regard calme et évaluateur vers moi. Il a dit, sa voix aussi douce que la soie, « Émilie, votre famille vous aime beaucoup. Ils sont profondément inquiets pour vous. D'après ce qu'ils ont décrit, et d'après ce que j'observe de votre état d'agitation, je suis enclin à penser qu'un court séjour volontaire dans un établissement privé serait immensément bénéfique.
Un endroit calme pour vous reposer, pour remettre vos pensées en ordre, pour redevenir vous-même. Mon sang s'est glacé. Ce n'était pas une métaphore. J'ai senti la chaleur quitter mon corps. Ils n'essayaient plus seulement de me faire passer pour folle. Ils essayaient de me faire déclarer légalement incompétente, de m'enfermer, de me discréditer complètement pour qu'ils puissent tout prendre sans combattre. J'ai regardé leurs visages un par un. Le sourire crispé et déterminé de ma mère, celui d'une martyre. La résignation lasse de mon père, déjà convaincu de ma culpabilité. L'indifférence suffisante de mon frère, qui parcourait à nouveau son téléphone. Et Marc et Olivia, assis côte à côte sur mon canapé, se tenant maintenant la main devant moi, me regardant avec des expressions de pure sympathie feinte. En cet instant unique et horrifiant, un interrupteur a basculé au plus profond de mon cerveau. La peur, la douleur, la confusion, tout a disparu. Cela a été remplacé par un calme arctique, une clarté glaçante. J'en avais fini d'être la victime. J'en avais fini de pleurer. J'en avais fini d'être leur souffre-douleur. J'ai baissé la tête, laissant mes cheveux tomber sur mon visage pour cacher le feu froid soudain dans mes yeux. J'ai pris une inspiration tremblante et délibérée, une performance parfaite pour mon public captif. J'ai chuchoté, ma voix se brisant juste comme il fallait, d'accord. Peut-être. Peut-être que vous avez raison. Je suis si fatigué de me battre. Je vais y réfléchir. J'ai vu le regard de soulagement triomphant qu'ils ont échangé au-dessus de ma tête inclinée. Ils pensaient qu'ils avaient enfin gagné. Ils pensaient qu'ils m'avaient enfin brisé. Ils n'avaient aucune idée qu'ils venaient de m'armer. Alors que je montais lentement les escaliers vers ma chambre, une pensée résonnait dans mon esprit, une promesse silencieuse et vicieuse. Mon 34e anniversaire était dans 2 semaines, et j'allais m'organiser une fête qu'ils n'oublieraient jamais. Le lendemain matin, je me suis réveillé en étant une femme différente. La victime que j'avais été avait disparu, et à sa place se trouvait une cliente. Une cliente avec un but unique et brûlant. Avant que le soleil ne soit complètement levé, j'étais en ligne, transférant une part importante de mon compte d'épargne privée, de l'argent que j'avais minutieusement gagné grâce à des années de projets de design graphique en freelance et que j'avais gardé caché pour les jours difficiles, vers un nouveau compte dans une autre banque. Eh bien, il pleuvait des cordes. Mon premier appel à 9h01 fut pour Sarah Chin. Son nom était prononcé à voix basse, avec respect, dans les cercles que je recherchais maintenant. C'était un requin dans un tailleur de créateurs, une avocate spécialisée en divorce si impitoyable qu'elle était connue pour faire pleurer les maris infidèles à la barre des témoins. Quand je suis entré dans son bureau élégant et minimaliste surplombant la ville, je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas tremblé. J'ai exposé l'histoire, ma voix égale et basse. J'ai placé chaque pièce à conviction sur son bureau en verre, les relevés bancaires, la photo, la pile de requêtes judiciaires frauduleuses concernant mon héritage. Elle a écouté sans une seule interruption, ses doigts manucurés joints sous son menton, ses yeux sombres vifs et intelligents. Quand j'ai enfin terminé, elle s'est penchée en arrière dans son fauteuil en cuir et m'a étudié pendant un long moment. Une lueur de quelque chose qui ressemblait à de l'admiration professionnelle a traversé son visage. Elle a dit, sa voix un ronronnement bas et dangereux, « Ils n'ont pas seulement brisé votre cœur, Émilie. Ils ont commis une fraude criminelle, une conspiration et un vol qualifié. La liaison est le cadet de leurs soucis. Alors dites-moi, que voulez-vous faire ?» J'ai dit, les mots ayant le goût de la cendre et de la liberté, je veux tout réduire en cendres. Un sourire lent et carnassier s'est étalé sur le visage de Sarah. Je peux faire ça. Mais d'abord, nous avons besoin de plus. Nous avons besoin de preuves irréfutables. Nous avons besoin de choses dont ils ne pourront absolument pas se sortir en parlant. Elle a pris son téléphone. Je vous engage un détective privé. Il s'appelle Enzo Moretti. Il est horriblement cher, mais c'est un fantôme. Il obtient des choses que personne d'autre ne peut obtenir. Enzo était le contraire de ce à quoi je m'attendais. C'était un homme calme et discret dans la cinquantaine qui ressemblait plus à un professeur d'histoire de lycée qu'à un détective privé, mais il était d'une efficacité redoutable. En un peu plus d'une semaine, il a livré un dossier numérique qui était un trésor de la tromperie de ma famille. Il avait des reçus d'hôtels détaillés des voyages d'affaires de Marc et Olivia, avec les frais de service en chambre pour du champagne et des fraises. Il avait des photos haute résolution, horodatées, d'eux s'embrassant devant un restaurant romantique à 2 villes de là. Il avait même des enregistrements audio, obtenus légalement dans notre État où le consentement d'une seule partie est requis,
de ma mère au téléphone avec ma tante, riant de la façon dont elle gérait mon héritage et me gardait docile et à l'écart. Chaque fichier, chaque pièce à conviction, était un clou de plus dans leur cercueil collectif. Nous avons tout compilé dans ce que Sarah appelait de manière glaçante, le dossier de la vérité. 5 livrets identiques, reliés par une spirale, imprimés professionnellement et organisés avec des onglets, un pour chacun d'eux. Mais alors que nous finalisions le plan pour le dîner d'anniversaire, cette pensée lancinante, cette graine de doute plantée lors de l'intervention, est devenue une obsession. J'ai repensé à toute ma vie, la rejouant dans mon esprit. Olivia était toujours l'enfant prodige. Elle a eu la décapotable flambant neuve pour son 16e anniversaire, j'ai eu sa berline vieille de 10 ans. Elle a eu ses frais de scolarité payés pour une coûteuse université privée d'art, qu'elle a abandonnée, on m'a orienté vers l'université d'État et on m'a dit de postuler pour des bourses. C'était plus que du simple favoritisme fraternel typique. C'était un schéma systémique et permanent d'être traité comme secondaire, comme inférieur. Lors d'un appel stratégique tard dans la nuit avec Sarah, j'ai exprimé la pensée qui me hantait. J'ai dit, les mots sortant dans un flot de frustration épuisée, c'est comme si je n'étais même pas leur enfant. Il y eut une longue pause à l'autre bout du fil. Sarah a dit, sa voix soudainement très prudente, Émilie, nous avons Enzo sous contrat pour un jour de plus. C'est peu probable, mais voulez-vous que nous découvrions? Une idée folle, terrifiante et exaltante a pris racine. C'était digne d'un feuilleton de l'après-midi. C'était insensé. Mais ma vie était déjà un mélodrame. Alors, qu'est-ce qu'un rebondissement de plus? J'ai dit, ma voix à peine un murmure, mais ma conviction était absolue, oui. J'ai besoin de savoir. Enzo était un maître dans son article. Une tasse de café que Richard avait utilisée et laissée lors d'une brève visite gênante chez moi quelques jours plus tôt fut tout ce dont il avait besoin. Il l'a envoyé par courrier express à un laboratoire privé. Les résultats seraient livrés électroniquement l'après-midi de mon anniversaire. Le jour de la fête, le jour du jugement. La soirée de mon dîner d'anniversaire semblait surréaliste, comme une scène de film que je regardais de très loin. Nous étions dans le salon privé feutré et insonorisé de Love LV, un restaurant français absurdement cher que ma mère adorait. C'était la scène parfaite pour la performance à venir. L'air était épais de l'odeur de parfum cher et d'hypocrisie. Ils étaient tous là, vêtus de leurs plus beaux atours, leurs visages arrangés en masques de célébration affectueuse. Ils pensaient vraiment que ce dîner était leur tour d'honneur, une célébration de ma reddition finale et pathétique à leur récit. Mon père, Richard, s'est levé pour porter le premier toast. Il a levé son verre de cabernet. Il a dit, sa voix résonnant d'une fausse sincérité, à Émilie. Nous sommes si heureux que tu aies décidé de laisser tomber toute cette colère et d'embrasser l'esprit de pardon. En fin de compte, la famille est tout ce qui compte. Ma mère a suivi, épongeant une larme de crocodile au coin de son œil. Elle a ajouté, ses yeux brillants de triomphe, à l'avenir. Et à t'apporter l'aide et le soutien dont tu as vraiment besoin. Nous serons toujours là pour toi, ma chérie. Marc et Olivia étaient assis l'un à côté de l'autre, leurs chaises un peu trop proches, leurs mains se frôlant sous la table. Ils me regardaient avec ce mélange écœurant et propriétaire de pitié et d'autosatisfaction. Ils avaient gagné. Je les ai laissés terminer leur mascarade. J'ai pris une gorgée lente et délibérée de mon eau, mon cœur battant un rythme régulier et rythmé contre mes côtes. Je n'étais plus nerveuse. J'étais un instrument du destin. De l'autre côté de la pièce, j'ai croisé le regard de Sarah. Elle était assise à une petite table pour deux près de la porte, l'air chic et prédatrice en sirotant une eau gazeuse, exactement comme nous l'avions prévu. Je lui ai fait un très léger signe de tête. C'était le moment. Le spectacle pouvait commencer. Sarah Chin s'est levée. Le claquement de ses talons sur le parquet poli fut le seul son dans la pièce soudainement silencieuse. Tous les yeux se sont tournés vers elle. Elle était l'élégance et le danger enveloppés dans un chemisier en soie noire. Elle s'est approchée de notre table avec la grâce nonchalante d'une panthère. Elle a dit, sa voix fraîche et claire, coupant l'atmosphère confortable comme un éclat de verre, « Bonsoir. Je m'appelle Sarah Chin. Je suis l'avocate d'Émilie. » Les sourires se sont figés sur leurs visages. Une confusion totale a vacillé dans leurs yeux, suivie d'un sentiment d'alarme naissant. Sarah a continué, sa voix dénuée de toute émotion, « Émilie a été si touchée par votre inquiétude pour son bien-être qu'elle a voulu partager quelques cadeaux avec vous tous. » Son jeune assistant au visage sinistre, qui attendait près de la porte, s'est avancé. Dans ses mains,
Il tenait une pile de 5 épais dossiers reliés par une spirale. Il a fait le tour de la table, en plaçant un devant chacun d'eux. Un pour Marc, un pour Olivia, un pour Eleanor, un pour Richard, et un pour Ethan. Silence. Personne ne bougeait. Il fixait les livrets comme s'ils étaient des serpents venimeux. J'ai dit doucement, ma voix à peine plus haute qu'un murmure, mais elle portait le poids d'un commandement, allez-y, ouvrez vos cadeaux. Mon père, Richard, fut le premier à obéir, ses mouvements raides. Il a ouvert la couverture. Son visage est devenu flasque, toute couleur s'en étant drainée. La première page était une photographie haute résolution, brillante, de 20 par 25 cm, de Marc et Olivia enlacés dans un baiser passionné, à bouche ouverte, sur un balcon d'hôtel, les lumières de la ville de Chicago scintillant derrière eux comme des étoiles moqueuses. Olivia a eu un hoquet, saisissant son propre dossier. Elle a feuilleté les pages frénétiquement, chaque page une nouvelle horreur documentée, des reçus d'hôtel détaillés portant leurs 2 noms, des transcriptions de leurs messages textes remplis de blagues cruelles à mes dépens, d'insinuations sexuelles, et des plans détaillés pour leur boutique. Un des textes de Marc disait, « Une fois qu'EM sera installé dans le centre de repos, nous aurons tout le temps du monde. » Marc fixait simplement son exemplaire, la bouche légèrement entr'ouverte, son visage devenant d'un blanc pâteux et maladif. Il a vu la section suivante, avec l'onglet « Finances ». Les relevés bancaires montrant le virement de 62 000 $, surlignés en jaune fluorescent. Les statuts de la société Livies Boutique LLC. Sa signature était sur chaque page. Mon frère Ethan, pour une fois, était sans voix. Il a vu les conversations par message auxquelles il avait participé, où il me traitait de « déséquilibré » et disait à Olivia de simplement « l'ignorer, elle s'en remettra ». Ma mère, Eleanor, était faite d'une étoffe plus solide, plus froide. Elle me fixait, ses yeux remplis d'un venin pur et sans mélange. Mais ensuite, elle est arrivée à sa propre section à onglets. Son sang-froid soigneusement construit s'est brisé. Son visage s'est décomposé en lisant les transcriptions de ses propres mots, ses appels téléphoniques enregistrés avec ma tante, détaillant exactement comment elle avait déposé des requêtes frauduleuses pour bloquer mon héritage, me qualifiant d'instable. Elle s'était même vantée de la façon dont cela lui assurerait un salaire plus élevé à son travail, puisqu'elle n'aurait pas à s'inquiéter de subvenir à mes besoins. La dernière page de sa section était une notification officielle du cabinet de Sarah d'un procès imminent pour fraude, détournement de fonds et faute financière. Mais le spectacle n'était pas terminé. Sarah a laissé le silence horrifié et suffocant planer dans l'air un instant de plus. Puis elle a sorti de sa sacoche un dernier document. Elle l'a placé avec un bruit sourd au centre de la table. Sarah a annoncé à la pièce stupéfaite, il y a une dernière information. Une question de paternité qui clarifie beaucoup de choses. Elle a fait glisser la feuille unique de papier vers mon père. C'était un rapport de laboratoire certifié. Une analyse d'ADN. Sarah a dit, sa voix résonnant avec la finalité claire et froide du marteau d'un juge, ce rapport confirme avec une certitude de 99,999% que vous, Richard, ne partagez aucun marqueur génétique avec Emily. Vous n'êtes pas son père biologique. Un halètement collectif et étranglé a parcouru la pièce. Richard a regardé du papier accablant à ma mère, son visage un masque de trahison totale et profonde. Les fondations de leurs 35 ans de mariage, de sa vie entière, venaient d'être anéanties sur la table d'un restaurant français. Sarah a ajouté, remuant le couteau dans la plaie avec une précision chirurgicale, cependant, nous avons des raisons de croire que nous savons qui il est. Elle m'a regardé directement, une lueur de sympathie dans son regard par ailleurs professionnel. Son parrain, un homme qu'il a toujours traité avec gentillesse. Le juge Harmon. C'était un échec et mat. La pièce était un tableau de ruine absolue. Eleanor s'était effondrée en sanglots gutturaux et laids, non pas de remords, mais de pure exposition égoïste. Richard regardait dans le vide, son monde sens dessus-dessous. Olivia et Marc se regardaient avec une panique brute, leur avenir commun d'argent volé et d'amour illicite s'évaporant sous leurs yeux. Plusieurs associés principaux du cabinet d'avocats de Marc dînaient dans la salle principale. Sa carrière, son espoir de promotion, était terminé. Mon frère Ethan avait juste l'air d'avoir la nausée, réalisant enfin qu'il avait soutenu le mauvais camp dans une guerre qu'il ne comprenait même pas. Dans les suites immédiates de l'explosion, il n'y eut qu'un silence assourdissant et retentissant. Le tintement des verres et la musique douce du restaurant principal à l'extérieur de notre salon privé semblaient à des années-lumière. Ma famille, ou la collection de personnes que j'avais autrefois appelée ma famille, était figée.
C'étaient des figures brisées dans un musée de cire de leur propre fabrication, chacune piégée dans son enfer personnel d'exposition. Je me suis levé. Mes jambes, qui avaient semblé être de la gelée pendant des mois, étaient maintenant des piliers de pierre. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas hurlé. Je n'ai pas pleuré. Le temps pour cela était révolu depuis longtemps. Je les ai regardés un par un, mon regard se déplaçant lentement autour de la table, s'attardant un instant sur chaque visage ruiné. J'ai regardé Marc, mon mari, un homme que je voyais maintenant non pas comme un briseur de cœur, mais comme un voleur faible et pathétique, un homme creux soutenu par des mensonges. J'ai regardé Olivia, ma sœur, son éclat d'enfant prodige finalement éteint, ne laissant qu'une femme avide, paniquée et étonnamment ordinaire à sa place. J'ai regardé Richard, l'homme qui m'avait élevé avec une désapprobation silencieuse et constante que je comprenais enfin, avec une clarté déchirante. Puis mon regard s'est posé sur ma mère, Éléanore, l'architecte de ma douleur, le cerveau de cette grande tromperie. Elle me fixait en retour, son visage strié de mascara noir, un regard de haine pure et sans mélange dans ses yeux. C'était le regard d'un animal acculé. Et à ce moment, en regardant la femme qui m'a donné naissance, je n'ai rien senti. Pas d'amour, pas de colère, pas même de pitié. Juste un vide. Un espace vide là où une vie de sentiments avait coutume d'être. J'ai dit, ma voix était calme, mais elle apportait à chaque coin de la pièce avec la force d'un boulet de démolition, vous avez pris des années de ma vie. Vous avez pris ma paix, ma confiance et mon argent. Vous avez essayé de prendre ma santé mentale et ma liberté. Vous n'aurez pas une seconde de plus. Vous n'aurez pas un mot de plus. J'ai pris ma serviette en lin immaculé et je l'ai placée soigneusement sur la table à côté de mon assiette de nourriture intacte. J'ai déclaré, non pas comme une menace, mais comme un fait simple et immuable, c'était le dernier repas que nous partagerons jamais. Mon avocate s'occupera du divorce. Elle s'occupera du procès pour mon héritage complet avec dommages et intérêts. Et elle s'occupera de la récupération des fonds volés auprès de vous deux. J'ai regardé Marc et Olivia. Ayez les vies que vous méritez si richement. Sur ce, Sarah et moi nous sommes retournés et sommes sortis de la pièce. Je n'ai pas regardé en arrière. Je n'en avais pas besoin. Je pouvais sentir le poids de leur monde s'effondrer derrière moi, les ondes de choc de leur implosion. Et pour la première fois de toute ma vie, je n'étais pas enseveli dessous. Je m'éloignais des décombres pour entrer dans l'air frais et pur de la nuit. Enfin, béni, libre. Une année peut tout changer. J'écris ceci depuis la grande terrasse couverte qui fait le tour d'une maison au bord d'un lac. Ma maison. C'est la même vaste maison en bardeaux de cèdre que ma famille a dû vendre en catastrophe pour couvrir leurs frais juridiques catastrophiques et leurs dettes croissantes. Après la finalisation de mon divorce avec Marc et le succès de mon procès qui a récupéré chaque centime de mon héritage, plus des dommages-intérêts punitifs, je l'ai acheté par l'intermédiaire d'une société écran soigneusement construite. Ils n'ont jamais su que c'était moi. Le plaisir silencieux et quotidien de cette ironie est plus doux que n'importe quelle vengeance. L'air ici sent le pain, la terre humide et la pluie à venir, pas la tromperie et la lotion de coco bon marché. Ma vie est calme maintenant, et j'ai appris que ce calme est le bien le plus précieux sur terre. La boutique de Marc et Olivia n'a jamais ouvert. Leur liaison, rendue publique de la manière la plus spectaculaire et détaillée, a réduit en cendres leur vie professionnelle et sociale. La dernière fois que j'en ai entendu parler, ils vivaient dans un appartement exigu de 2 chambres à 2 états de là, noyés sous les dettes et le ressentiment mutuel. Le couple parfait. Le divorce de Richard et Éléanore a été aussi brutal et rapide que vous pouvez l'imaginer. La révélation de ma véritable paternité a été une bombe dont leur mariage de 35 ans n'a jamais pu se remettre. Mon père, Richard, m'a envoyé une seule lettre il y a 6 mois. Elle était courte, guindée et pleine d'un remords qui arrivait 34 ans trop tard. Je l'ai lue, puis je l'ai brûlée. Je n'ai jamais répondu. Le changement le plus profond, cependant, celui qui a vraiment guéri les parties les plus profondes de moi, a été de renouer avec mon vrai père, le juge Harmon, un homme qui avait été une figure aimable, douce et périphérique toute ma vie, mon parrain. Quand j'ai finalement trouvé le courage de l'appeler et de tout lui raconter, il a conduit 4 heures pour me voir le jour même. Il a pleuré sur cette même terrasse. Il a dit qu'il avait aimé ma mère autrefois, il y a une éternité, mais qu'elle avait choisi Richard et une vie de plus grande stabilité financière. Elle ne lui a jamais dit qu'elle était enceinte. Maintenant, nous rattrapons le temps perdu. Il est à la retraite maintenant. Il vient souvent à la maison du lac. Nous pêchons depuis le quai. Nous travaillons dans le jardin.
Nous parlons pendant des heures. Nous construisons quelque chose de nouveau, de réel et d'honnête sur les cendres de tous ces vieux mensonges. J'ai utilisé une partie de mon héritage récupéré, l'argent que ma grand-mère m'avait toujours destiné, pour créer une petite fondation. Elle s'appelle le Fonds du Phare. Elle fournit des consultations juridiques initiales pro bono et un soutien psychologique aux personnes qui tentent de se sortir de situations familiales toxiques et abusives. C'est ma façon de transformer la chose la plus laide qui me soit jamais arrivée en un phare pour quelqu'un d'autre perdu dans une tempête. Mes nouveaux amis, les quelques vrais qui sont restés à mes côtés quand je n'avais rien d'autre qu'une histoire folle, m'aident à la gérer. Je pensais que la famille était une obligation, un lien de sang immuable avec lequel on était coincé, pour le meilleur et pour le pire. Maintenant, je sais que ce n'est pas vrai. La vraie famille est un lien de confiance, de respect, de sécurité. C'est la famille que vous construisez, celle que vous choisissez, pas celle dans laquelle vous êtes né. La plus grande richesse n'est pas l'argent en banque ou une belle maison au bord d'un lac. C'est la paix. Une paix profonde et inébranlable dans votre propre âme. Et je l'ai enfin, après une vie de recherche, trouvée. Merci beaucoup à tous d'avoir écouté mon histoire. Ce n'était pas facile à partager, mais j'ai senti que je devais le faire. Pour tous ceux qui se sentent piégés, ma question pour vous tous est la suivante: quelle est la qualité la plus importante qui, selon vous, constitue une vraie famille? Faites-moi part de vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Et si mon histoire a résonné en vous, veuillez envisager de donner un j'aime à cette vidéo et de vous abonner pour en voir d'autres. On ne sait jamais quelle histoire pourrait vous donner la force dont vous avez besoin.